Dans cette vidéo, on va regarder ce qui concerne le pilotage de la structure, le pilotage dynamique. Alors, dans tous les cas, le pilotage, il est toujours dynamique. Dans une structure, on va toujours regarder comment faire évoluer les choses. On ne va pas s'arrêter à quelque chose qui est figé et nécessairement les stratégies vont se modifier au fil du temps. Voilà, on parle d'agilité, au-delà du concept un peu à la mode en ce moment, mais c'est l'idée qu'on va tenir compte des évolutions de l'environnement et on va faire évoluer la structure. Voilà. Alors, ici, il s'agit de… Souvent, on accentue ce point-là. On va regarder pourquoi et on va regarder surtout comment. Comment faire ce pilotage sans tomber dans l'illusion que tout le monde va se mêler de tout et qu'on va se perdre en chemin ou qu'on va devoir gérer des conflits entre ceux qui veulent aller à droite, ceux qui veulent plutôt aller à gauche, etc. Bon, c'est un sujet important. On va regarder ça en détail avec quelques slides, comme d'habitude. Le pourquoi, c'est qu'on a vraiment besoin de faire évoluer la structure. On a besoin que la structure elle soit la plus en phase possible avec l'environnement, avec l'époque et avec l'équipe aussi. À chaque fois qu'il y a des entrées et départs dans la structure, ça modifie l'équilibre, ça modifie la vision, ça modifie ce qu'on a envie de faire, ce qu'on peut faire aussi. Et du coup, il y a besoin de retravailler la question de l'objectif. En préambule, je voudrais rappeler un truc, c'est que le changement, il est toujours permanent dans les entreprises. C'est le changement, c'est la règle, c'est la stabilité qui est l'exception. Voilà, la stabilité, quelque chose qui tourne, c'est vers quoi on tend, ça doit être aussi stable que possible, mais ça l'est jamais vraiment. Donc, il faut toujours accueillir cette nécessité du changement parce que elle est ce qui permet la vie. C'est un peu ce que j'ai voulu mettre dans ce sigle de l'infini. C'est infiniment, ça tourne entre l'ordre et le chaos, c'est-à-dire les choses sont stables et les choses se transforment. Voilà, et on restabilise toujours et ça se retransforme. Voilà. Donc il ne faut pas craindre le changement, il ne faut pas craindre la déstabilisation, il ne faut pas craindre le vide, le manque, il ne faut pas craindre la fin des choses parce que c'est ce qui permet de créer du nouveau, c'est ce qui permet de faire de la place pour que d'autres choses se mettent en place. Un peu comme en mécanique des fluides, voilà, quand on fait un vide quelque part, ça appelle, il y a un appel d'air, c'est comme ça que ça marche et ça permet à la créativité de se développer. Alors maintenant, si on reprend la structure, une entreprise, une organisation, un collectif, c'est toujours ça a une raison d'être et c'est lié à un objectif, à une stratégie. On est là pour faire quelque chose. Alors, la structure, c'est comme un rôle. Elle n'échappe pas à la définition des rôles. Donc, il y a toujours une raison d'être. Et cette raison d'être, elle va être dite évolutionnaire. Ça va aller dans le sens de l'évolution de la structure et puis aussi l'évolution des membres. C'est ce qui fait que nous existons spécifiquement sur le marché. Pourquoi on est là? C'est qu'on a un service à rendre et qu'on va le rendre d'une manière spécifique à l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne va pas fonctionner comme nos concurrents, comme des partenaires, etc. Nous, on a une façon de faire. Et si on a un peu compris l'environnement, si on a un peu senti les choses, ben cette raison d'être, elle est évidente et elle est reconnue. Maintenant, si cette raison d'être, elle est en lien, elle est définie par rapport à l'environnement, elle va forcément évoluer si l'environnement évolue. Alors, il y a deux choses, il y a deux logiques. Il y a besoin que la structure évolue parce que son environnement évolue. Mais ce ne sont pas les clients qui font la loi. Et ce n'est pas parce que les clients demandent certains trucs ou arrêtent d'en demander d'autres qu'on va forcément tout modifier. Il y a l'autre contrepartie, c'est ce que veut l'équipe. Comment on souhaite, à partir de maintenant, proposer nos services. On peut avoir envie de faire autrement, on peut avoir envie de faire mieux, on peut avoir envie d'arrêter certaines prestations pour en mettre d'autres en place. Voilà, il y a toujours les deux logiques. L'une et l'autre doivent se rencontrer et se faire face et se rejoindre, idéalement. C'est un idéal. Là encore, ces modes de structure de l'entreprise,
travaillent l'agilité à se transformer, mais elles résolvent pas le problème. Est-ce qu'on est bien en phase avec notre environnement? C'est pas la technologie, c'est pas l'outil, c'est pas l'organisation qui va le permettre. C'est l'intuition, c'est la connaissance de l'environnement qu'ont les individus. Donc là aussi, pas d'illusion. On va pas faire de miracle avec cette organisation-là. On va simplement regarder ça de manière un petit peu différente, et puis on va inscrire dans les gènes de la structure que cette évolution-là, elle est possible, souhaitable, et que on en a vraiment besoin. Voilà. Alors, ça, c'est un des premiers points qui va être important de souligner, c'est que cette raison d'être, elle est donc j'ai mis en lien avec ce qui est relatif à l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'évolution exogène. C'est aussi endogène, c'est-à-dire que j'ai représenté là les équipes qui font remonter dans le cercle supérieur, en fait c'est celui-là hein, qui est au centre de la structure, qui représente les différents cercles de la structure. Là c'est un exemple que j'ai pris au hasard. Donc on va faire des demandes pour que ça évolue. Et ces demandes, elles vont pouvoir émaner de n'importe quel endroit de la structure, mais pas n'importe comment et pas n'importe quand. En fait, on s'aperçoit que pour que ça fonctionne, on va avoir besoin de respecter quelques règles. Je sais qu'il y a une grande crainte de la part des dirigeants, mais aussi de responsables d'équipe, etc., c'est qu'on se perde à essayer de donner la parole à chacun et que, comme sur les réseaux sociaux, tout le monde se mêle de tout le monde donne son avis et comme on connaît bien ça avec l'effet Dunning-Kruger, on voit que les plus compétents sont ceux qui vont être le plus prudents dans leurs affirmations et ceux qui connaissent moins un sujet vont être pleins de certitudes, de yaka faucon. Voilà. Donc, on va retrouver ça dans l'entreprise, bien évidemment. Donc, il y a des fois, non, il ne faut pas que tout le monde se mêle, il ne faut pas que tout le monde donne son avis sur tout. Alors, le système de pilotage n'est pas construit comme ça. On a bien dit, et je vous invite à revoir les autres vidéos sur la structuration des cercles, les rôles clairs, etc. On a bien dit que oui, il y a un partage des responsabilités, que oui, ce pilotage, on va pouvoir le faire à plusieurs, mais il n'est pas question que tout le monde se mêle de tout. Chacun a un domaine de responsabilité, a des prérogatives, des redevabilités. Il va coopérer à l'intérieur du cercle dans lequel il est inscrit son rôle. Peut-être qu'il va être dans différents cercles s'il a plusieurs rôles et qu'ils appartiennent à des cercles différents. Et là, il va pouvoir donner son avis quand on lui demande, quand le cercle, quand les membres ont besoin de se réunir pour prendre un avis commun, mais c'est pas le cas de tout. Il y a plein d'endroits où il y a plein de situations où ce ne sont pas des décisions collectives, parce que ce sont des décisions qui relèvent de l'autorité d'un rôle en particulier. Voilà, l'exemple que je prends souvent du pâtissier dans un restaurant, le pâtissier il décide de la pâtisserie, il décide pas des viandes et il décide pas de comment les serveurs doivent servir en salle. C'est pas son boulot. Donc il va pouvoir décider de s'il va faire une tarte aux pommes ou une tarte à la banane, ça oui, et c'est pas les autres qui vont lui dire. Simplement, il doit respecter la stratégie du restaurant. Il doit respecter les directives en termes de moyens, en termes de budget, en termes d'objectifs, en termes de qualité, que sais-je. Il va décider de cette manière-là. Là, oui, il est décideur, il est seul décideur peut-être. Et puis des fois, c'est collectif, c'est-à-dire que des fois, si le chef, si l'équipe qui est en cuisine a besoin de revoir son organisation, de redéfinir les rôles parce que on a changé la carte et puis il faut faire un peu plus de certains produits que d'autres ou de certaines préparations supplémentaires, il va falloir revoir ça. Et là, il y a besoin qu'on se concerte parce qu'il y a besoin que tous les rôles puissent donner leur avis pour faire évoluer les choses. Donc, quand
quand on a besoin de l'avis des différents rôles, on fait une décision partagée. Voilà. Alors, on verra dans une autre vidéo encore comment on fait des décisions par consentement plutôt que d'imposer les choses. On verra les réunions de triage, on verra tout ça dans d'autres vidéos. Alors, je reviens au cas général. Le cas général, c'est que la structure a défini sa stratégie et elle a mis en œuvre des règles, des fonctionnements, une organisation qui permet que les choses fonctionnent. Maintenant, de temps en temps, au-delà de ce fonctionnement, il y a des tensions qui apparaissent. Et oui, comme dans toutes les structures, il y a des tensions. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on les traite. Il y a des structures où on cache les problèmes, ou en tout cas on les cache à son patron, on essaie de les résoudre tout seul. Il y a des structures où on contrôle les gens pour éviter qu'il y ait des problèmes, et quand on en trouve une, on l'accuse, etc. Là, souvent, ce qui se passe, c'est que on va valoriser les tensions et on va les interroger pour savoir si c'est une tension qui concerne l'objectif du travail. À ce moment-là, c'est la stratégie qui va être interrogée et on va faire une réunion de stratégie. On y reviendra sur le comment dans une autre vidéo. Pareil pour la question des rôles. Si c'est un problème de qui fait quoi, c'est une réunion de gouvernance qu'on va faire. Et c'est bien défini, le processus est là aussi assez clair sur comment on fait une réunion de gouvernance pour définir les rôles. Si c'est un problème lié à l'activité, c'est-à-dire qu'on a un problème de calendrier, on a un problème de niveau de charge, on a un problème de dossiers bloqués qui avancent pas ou de projets qui se terminent ou qui doivent démarrer, c'est en réunion de triage qu'on va régler ça. Et puis, l'holacratie s'arrête là avec un petit peu l'air de dire que si on applique tout ça, il n'y a plus de problème interpersonnel parce que chacun sait ce qu'il faut faire. Les égos, il n'y en a plus à croire. Et voilà. Moi, je rajoute quand même la question des relations avec la nécessité d'avoir des lieux de parole, des lieux de régulation, des lieux de médiation pour que effectivement les problèmes interpersonnels puissent être gérés, parce que là aussi il y a des tensions et ça aussi ça se gère, ça ne s'ignore pas et c'est pas anormal. Voilà. Alors, quelle est la conséquence de ces différentes réunions? C'est de la concertation. On va discuter ensemble de comment on va pouvoir traiter la tension. Alors parfois c'est des explications et des recadrages, c'est-à-dire que il y a des gens qui n'ont pas bien compris comment doit fonctionner le système. Ah ben par exemple, j'avais une tension parce que je pensais que mon collègue a pas bien fait son boulot parce qu'il me manque quelque chose. Et en fait, je découvre que c'était à moi de le faire et pas à lui. On s'est pas bien compris, on n'a pas bien défini nos rôles et il y a un problème. Et des fois, c'est oui, il y a un problème. Il a pas bien compris son rôle et il faut lui rappeler et on va, grâce à la réunion, rappeler à chacun son rôle et puis on va revenir. Et là, il n'y a pas forcément besoin de changer les règles. Mais sinon, si c'est un problème de stratégie, on va définir un nouvel objectif. Si c'est un problème de gouvernance, on va modifier l'un ou l'autre des rôles, en créer ou en supprimer. Si c'est un problème de triage, eh bien, on va définir un nouveau projet, de nouvelles tâches. Souvent, voilà, on va assigner du boulot à quelqu'un ou quelqu'un va prendre du boulot en plus. Et puis, si c'est des relations, on va définir ce qu'on appelle une nouvelle politique, les politiques relationnelles. C'est un point particulier que nomme l'holacratie, mais en tout cas, on va regarder comment on fait pour régler les situations de tension. Voilà. Donc, cette espèce de garde-triage là, enfin de questionnement qui permet de regarder quelle est la tension et qu'est-ce qu'elle interroge et comment on va la traiter, ça c'est fondamental pour faire évoluer la structure. C'est la réponse de ces organisations-là. Dans d'autres structures, on fonctionne pas comme ça, on fonctionne avec un directeur, un patron, un chef de service qui, lui, fait ça, il écoute et puis il dit si c'est un problème, voilà. Et souvent, il est le seul à analyser, et le seul à définir la problématique, et le seul à trouver des solutions. Voilà. Et ça marche très bien. Sauf que c'est un peu autocratique. Et sauf que les membres participent pas vraiment. Et voilà, là, on propose de faire un peu autrement. Voilà. Et alors,
Je précise, la nuance, c'est qu'on a quand même un leader de cercle. Ça lui incombe de faire ce travail un peu d'écoute et puis de triage. On verra que le secrétaire est impliqué aussi là-dedans. Donc, il va quand même faire un boulot d'écoute et un boulot de recadrage, enfin d'explication qui vont recadrer un peu l'activité de chacun. Il n'a pas vocation à faire du contrôle. C'est pas un flic, c'est pas non plus quelqu'un qui passe son temps à donner des directives à des exécutants. Il n'y a pas d'exécutants dans ces structures-là. Ce sont des gens autonomes qui ont un rôle clair. Mais il y a quand même voilà, une fonction de leader qui va s'appliquer. Alors, je voudrais dire quelques mots sur la réunion de stratégie. Quand on voit que c'est un problème avec l'objectif, ça interroge la stratégie. Alors, ça, c'est fondamental. On verra, il y a une procédure un peu complète pour faire ces réunions de stratégie. Là, j'ai simplifié. En tout cas, une réunion de stratégie, avant de traiter les tensions liées à la stratégie, elle va faire un truc qui est fondamental et qui sous-tend la stratégie, c'est qu'elle va définir ou rappeler plutôt les orientations telles qu'elles ont été définies au départ, c'est le projet initial, ou c'est la stratégie actuelle, et puis elle va faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé pour voir si ce qu'il y a eu dans l'environnement nécessite à créer des tensions et nécessite qu'on fasse des propositions et des actions à prendre pour changer ça. Et je voulais souligner ça, c'est que ce qui permet de revoir la stratégie, c'est de reprendre la raison d'être, les domaines, les redevabilités de la structure, c'est-à-dire qu'on a un projet, on a défini un projet et il suit son cours. Voilà. Maintenant, ce projet, il a besoin d'être incarné, donc il va se décliner à travers des stratégies, ce qu'on appelle les stratégies du super cercle, le super cercle étant le grand cercle qui englobe toute la structure. Donc, la structure a une stratégie. Comme toute entreprise, elle a des objectifs, elle se donne une stratégie de développement de nouvelles activités, de développement de la clientèle, d'augmentation de la qualité, de révision des procédures aussi en interne. Voilà, de bien faire son boulot. Donc ça se décline. Maintenant, on va regarder, pour faire évoluer, on va s'appuyer sur une rétrospective où chacun va pouvoir dire ce qu'il a vu évoluer dans l'environnement, ce que seraient ces tensions qui montreraient qu'il y aurait besoin de faire évoluer la stratégie de l'entreprise. Voilà, par exemple, on a vu que de plus en plus de clients demandent, posent des questions et on n'a pas la réponse. Et peut-être qu'on pourrait développer une réponse à ces questions-là, créer un nouveau produit, un nouveau service qui serait dans la raison d'être globale, qui correspondrait à la raison d'être globale de la structure, mais qui ne serait pas encore dans ses activités actuelles. Donc ça, ce serait une évolution qui permettrait de faire évoluer. Ou au contraire, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de tensions, où la réglementation change, où les contraintes sanitaires font que on peut plus faire du présentiel comme avant. Par exemple, pour un organisme qui fait beaucoup de réunions, on va développer des choses à distance. Voilà. Et on va le faire ensemble. C'est le cercle qui définit sa stratégie. Alors, pour rappel, chaque cercle a besoin de faire des réunions de stratégie. La stratégie n'appartient pas qu'au super cercle, n'appartient pas qu'aux décideurs. Les décideurs du super cercle décident de la stratégie du super cercle, qui englobe tout, donc c'est la stratégie de l'entreprise. Après, chaque partie de l'organisation va aussi définir sa stratégie. C'est-à-dire qu'il y a des réunions de stratégie pour l'équipe RH, il y a des réunions de stratégie pour l'équipe commerciale, des réunions de stratégie pour l'atelier, pour les ingénieurs, pour le service après-vente, pour les équipes qui font ci ou ça. Enfin voilà. Parce que chaque cercle a besoin de savoir où il va en déclinaison de l'orientation globale de la structure. Donc, ça aussi, ça va donner une dimension de dynamique, une dynamique à la stratégie, c'est-à-dire à partir d'une stratégie globale, chaque sous-cercle va définir sa stratégie, sa manière de répondre et de contribuer au mieux à l'atteinte de cet objectif global. Donc,
il n'y a pas de risque, c'est toujours dans le cadre de la stratégie globale. Si on s'écarte, il y a toujours quelqu'un qui va déclarer qu'il y a une tension, qu'il y a un problème, qu'on est probablement déviant ou qu'on est marginal par rapport à ce qui était prévu. Mais ça va toujours rester dans le cadre de ce qui était normalement prévu. Et comment on fait changer ce qui est prévu? Eh ben, en se réunissant et de cette manière-là, en redéfinissant les choses. Donc, si quelqu'un vient en disant oui, mais moi je voudrais qu'on aille à droite, alors que voilà, jusqu'à présent on allait à gauche, mais moi je trouve que ce serait mieux moi je. Bah, le moi je, il est chacun peut exprimer sa vision, mais il faut qu'il argumente, il faut qu'il ait des éléments, et puis surtout, il ne peut pas imposer son truc aux autres. Et la limite de ça, mais c'est ce qu'on voit en entreprise aussi, en entreprise pyramidale classique, on voit des égos qui s'affrontent. Moi, j'ai plus raison que toi, voilà. Et puis, des gens qui confondent leurs valeurs personnelles ou leur goût personnel avec les besoins du marché ou de l'environnement ou les décisions de l'équipe. Ah, mais moi, je voudrais faire comme ça, donc voilà, puis j'ai bien le droit de le dire, et puis on a dit que c'était participatif, donc voilà, donc j'ai bien le droit de le dire. Ah non, je suis désolé, on a le droit de dire ce qui concerne son rôle, on a le droit de dire ce qui contribue à la vie du cercle, on a le droit de faire des propositions, effectivement, mais pas en son titre à soi, mais au titre de son rôle, une petite nuance là quand même, et puis toujours dans un cadre d'interdépendance avec les autres. C'est pour ça qu'on le verra avec la question de la posture, du jeu solide qu'on a besoin. On a besoin de gens qui tiennent la route et qui n'imposent pas leur ego, qui n'imposent pas leurs émotions, leur volonté, leurs propres désirs personnels, leur propre stratégie personnelle, leur mission de vie personnelle. On voit ça aussi. Hein. Ah, mais moi, si je respecte ma raison d'être, je me dois de. Oui, ok. Mais là, on est sur un truc collectif. Et le collectif prime, et le processus prime sur l'individu. Il ne faut pas oublier ça. Voilà. Alors, on est toujours sur des décisions par consentement, de toute façon. Donc, on va pouvoir faire des propositions, mais ces propositions, peut-être qu'elles vont recevoir des objections qui vont me permettre de réaliser que la proposition que j'ai faite, elle est pas tenable. Et qu'est-ce qui fait qu'une objection va être retenue? C'est qu'effectivement, elle concerne un problème majeur qui empêche la structure d'atteindre son objectif. Voilà, ou c'est quelque chose qui convient à la plupart. C'est-à-dire qu'on a tous consenti à cette stratégie-là. C'est une stratégie globale qui a été consentie par l'équipe. Ça ne veut pas dire, là aussi, je renvoie à la vidéo sur le consentement. Une décision par consentement, c'est pas une décision à l'unanimité. C'est pas une décision où tout le monde est forcément ravi. C'est une décision où plus personne n'est contre. Plus personne n'a d'objection majeure à ce que cette proposition soit adoptée. C'est pas tout à fait pareil. Et des fois, effectivement, on est obligé d'accepter des choses qu'on aurait préféré ne pas voir. Mais si ça ne présente pas un obstacle majeur à l'évolution de la structure et à l'atteinte des objectifs de la structure, à ce moment-là, si c'est juste mon avis personnel, tant pis. Voilà. Et s'il y a trop souvent des cas comme ça, ça veut dire que je suis plus en phase avec la structure et peut-être j'ai à partir. C'est une des options aussi. Voilà, faut pas oublier qu'il y a cette option-là. C'est pas une menace, c'est pas si t'es pas content tu t'en vas. C'est voilà, il y a à respecter une logique qu'on est sur un collectif et que des fois, on n'est plus en phase avec le collectif. Voilà. Alors, on a je voulais passer cette diapo-là aussi, rappeler le principe d'intégrité où chacun fait évoluer son rôle selon son propre tempérament, mais sans être identifié à ça. Je ne m'identifie pas à qui je suis, à mon rôle, je ne me la pète pas, comme on dit, avec mes galons, avec mon rôle, etc. Je ne suis pas indifférent non plus, c'est-à-dire que je fais vivre un rôle et je me mets au service de ce rôle
et je fais de mon mieux, voilà, au service du collectif. Là aussi, c'est peut-être là qu'il y a un gros changement de paradigme. Je suis plus sur un moi-je, je fais plus carrière pour mes propres intérêts. Je réfléchis à comment je me mets au service, avec un grand S, hein, la noblesse d'être au service du monde ou de la vie, pour faire mon boulot. Voilà. Alors, je vais arrêter là sur ce sujet. La vidéo a déjà été longue. Simplement rappeler que je l'ai dit dans le propos, il y a beaucoup de notions qui seront développées davantage dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos comme d'habitude pour avoir des compléments. Tout est imbriqué dans ces logiques-là et on peut pas simplement isoler. Et il est difficile de mettre seulement un aspect en place sans tenir compte des autres. Donc, il y a besoin de bien comprendre les conséquences de ces logiques-là sur les autres processus de la structure pour que tout soit harmonisé. Voilà. Rappelez-vous, il n'y a pas de vérité unique, il y a à expérimenter des choses et de voir comment vous, dans votre structure, vous avez le mieux à faire pour que les choses se passent au mieux dans votre contexte spécifique et les autres ils feront autrement. Mais vous, il faut que vous trouviez votre façon de faire à vous, collectivement, en fonction de votre environnement aujourd'hui. Voilà, ce sera là-dessus que je conclurai cette vidéo. À bientôt pour la suite.